Je suis honoré de vous accueillir ce matin au sein de notre institut à l'occasion de ce panel organisé par le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, en partenariat avec la Commission nationale des droits humains dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, édition 2022. Le thème de cette année est le journalisme sous l'emprise du numérique. Permettez-moi ici de rendre un hommage mérité au réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, pour cette initiative louable à l'endroit des étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, en particulier, et des journalistes professionnels en général. Cet important panel participe à la formation de nos étudiants en quête du savoir, mais aussi au renforcement des capacités des journalistes professionnels qui œuvrent tous les jours à porter l'information aux citoyens partout. Le thème de cette année qui porte donc sur le journalisme sous l'emprise du numérique vient à point nommé car l'avènement du numérique a favorisé ces dernières années la circulation à travers les réseaux sociaux des informations de toutes sortes, souvent des fake news qui portent atteinte à la vie privée des citoyens. Force est de constater que de plus en plus nos jeunes s'adonnent à des comportements inquiétants sur les réseaux sociaux qui portent atteinte à la morale et fragilisent les efforts de préservation de la quiétude sociale dans nos pays. Comme vous le constatez, ces comportements ne sont pas sans conséquences. Vu l'ampleur que le numérique est en train de prendre dans notre société, d'où l'intérêt que nous accordons au présent panel. Mesdames et messieurs, vous serez entretenus au cours de cette journée par des éminents intervenants sur des thèmes riches et variés tels que essor du numérique, opportunités et menaces sur le journalisme, défis et perspectives liées à l'essor du numérique, la loi sur la cybercriminalité et son impact sur le travail du journaliste au Niger. Chers invités, je vous invite donc à suivre avec un intérêt tout particulier ces interventions qui vont sans nul doute porter un plus dans votre formation, donc dans votre future vie professionnelle. Alors n'hésitez pas un seul instant pour poser des questions d'éclaircissement ou même apporter des compléments pour enrichir le débat. Je vous remercie. Permettez-moi d'exprimer ma satisfaction de me retrouver dans cette salle de l'IFTIC, qui a été pour beaucoup d'entre nous le point de départ d'une carrière de noble métier du journaliste. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à tout le corps professoral de cette prestigieuse école. Le 3 mai dernier, il a été commémoré à travers le monde entier la Journée internationale de la liberté de presse. En effet, cette journée sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Et c'est à ce titre qu'au niveau du réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH, nous avions eu l'idée de la tenue d'un panel sur le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Face à l'émergence de nouveaux canaux de communication offerts par le numérique, il s'avère indispensable d'édifier les journalistes et les futurs journalistes que vous êtes, chers étudiants, pour une utilisation responsable
des nouvelles plateformes de communication qu'offre le numérique, surtout dans un contexte d'insécurité. C'est pourquoi j'adresse mes sincères remerciements à l'IFTIC et à Monsieur le parrain de cette cérémonie, Monsieur Mati Alaj Moussa, président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Les responsables de cette institution en charge de la promotion et la protection des droits humains ont toujours été à nos côtés, tant qu'il s'agit d'une activité en lien avec la promotion et la protection des droits et devoirs des professionnels des médias. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers étudiants, avant de clore mon allocution, je voudrais exhorter la famille de la presse nigérienne à la confraternité, puis à contribuer à asseoir davantage une culture nationale des droits humains dans laquelle prospéreront les valeurs de paix, de tolérance, d'égalité et de justice de notre cher pays, le Niger. Je saisis également cette occasion pour lancer un appel présent aux confrères et aux consorts sur la nécessité de privilégier le sens de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en lieu et place du sensationnel, du diffamatoire, de l'injurieux et du mensonger qui ne contribuent pas à asseoir dans la société un climat de paix et de sérénité. Par ailleurs, pour mieux faire dans l'exercice du noble métier de journaliste, il importe de renforcer les mesures qui nous protègent et nous sécurisent dans nos activités. C'est dans cette optique que je salue la décision salutaire prise par le président de la République et le gouvernement lors du Conseil des ministres du 27 avril dernier, un projet de loi pour supprimer les peines d'emprisonnement encourues en matière d'injures et de diffamation par voie électronique. À cette occasion, je salue tous ceux qui, directement ou indirectement, ont apporté leur contribution dans le cadre de la lutte contre la loi sur la cybercriminalité qui a drainé une vague de contestation dans notre milieu. Enfin, mes remerciements à l'endroit de nos éminents conférenciers qui, en dépit de leur agenda chargé, ont accepté notre invitation. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole en ce jour, vendredi 6 mai 2022, pour procéder au lancement de cette activité entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée à travers le monde le 3 mai de chaque année. Au nom du Collège des commissaires aux droits humains, de la Commission nationale des droits humains, du personnel administratif et technique de la CNDH, je souhaite une bonne fête à l'ensemble des professionnels des médias du monde en général et du Niger en particulier. Cette fête dédiée à la liberté de la presse est d'une grande importance pour la Commission nationale des droits humains que je préside, en ce sens que la jouissance des droits des acteurs communément appelés du quatrième pouvoir doit être effective malgré un environnement économique et socio-culturel difficile. De ce qui précède et conformément au principe de Paris, la Commission nationale des droits humains a un devoir de travailler avec les organisations de la société civile, surtout avec celles œuvrant dans le domaine des droits humains. C'est ce qui justifie notre présence en cette activité du réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, que nous parrainons car elle cadre parfaitement avec nos missions de promotion et de protection des droits humains sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et Messieurs, distingués invités, s'agissant de la cérémonie de ce matin, dont je salue l'initiative, il s'agit d'une approche innovante visant à mieux édifier les professionnels des médias et les apprenants du métier de journaliste
que sont les futurs journalistes qui sont présents dans la salle, à savoir donc les apprenants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, sur l'implication du numérique dans l'exercice de ce noble métier de journaliste. Dans son dernier classement publié le 3 mai 2022, Reporters sans frontières, RSF, a relevé que malgré une baisse encourageante du nombre d'atteintes à la liberté de la presse, le contexte régional marqué par la lutte contre le terrorisme a encore un impact significatif tant sur la sécurité des journalistes que sur l'accès à l'information de la population. À cet état de fait, c'est ajouter le numérique, c'est-à-dire la presse électronique dite la presse en ligne, dont l'usage par certains peut empiéter sur le respect des règles d'éthique et de déontologie par certains professionnels de la communication, dont les journalistes. Aussi, le métier de journaliste au Niger doit retrouver son rayonnement d'antan. Et pour cela, des pistes existent, dont entre autres la viabilisation des entreprises de presse, la revalorisation des salaires des journalistes, l'accès à la publicité et le rehaussement du fonds d'aide à la presse, surtout avec les besoins croissants dus à une floraison des médias privés. Toutefois, les journalistes nigériens doivent savoir faire montre d'un sens de responsabilité remarquable dans l'exercice de leur métier, susceptible de les honorer. Comme elle l'a toujours fait dans certains secteurs, la Commission nationale des droits humains réaffirme sa disponibilité à accompagner les organisations socio-professionnelles des médias dans le cadre du retour des valeurs dans la profession, car il y va de l'intérêt de tous. Comme l'a dit le président du réseau RGDH récemment, le Conseil des ministres du 27 avril 2022 a adopté un projet de loi visant à supprimer les peines d'emprisonnement encourues en matière d'injures et de diffamation par voie électronique, mesure dont je salue l'avènement. Dans un tweet, que j'ai eu à lancer, j'avais félicité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil des ministres et le gouvernement pour cette mesure d'élargissement du champ des libertés dans notre pays. Dans la même veine, j'avais encouragé l'ensemble des honorables députés à accompagner le processus. La liberté se nourrissant de la responsabilité, j'exhorte tous les acteurs du domaine, notamment les journalistes, à mesurer le poids de la responsabilité qui leur incombe désormais en la matière. Mesdames et Messieurs les participants distingués invités, les nouvelles technologies permettent de travailler plus vite et en continu, mais le journaliste doit tout de même vérifier ce qu'il écrit avant de lancer sa publication. Cette évidence vous sera amplement expliquée par d'éminents conférenciers avertis sur la thématique à travers les trois panels suivants. L'essor du numérique, opportunités et menaces sur le journalisme. Les défis et perspectives liés à l'essor du numérique. Et enfin, la loi sur la cybercriminalité et son impact sur le travail du journaliste au Niger. Je vous invite donc à suivre avec la plus grande attention ces communications et débattre de toutes les questions pour en tirer le maximum de profit. Je ne terminerai pas mon propos sans adresser mes chaleureuses félicitations à l'équipe du RJDH pour les initiatives louables visant à sensibiliser les journalistes sur les droits humains et à promouvoir l'éducation des droits humains au Niger. Je salue également le directeur général de l'IFTIC pour les commodités qui ont été mises à la disposition des participantes et des organisateurs dans ce bel amphithéâtre.
Je vous souhaite de passer d'excellents échanges avec des conférenciers de talent pour une presse plus professionnelle et indépendante en cette ère du numérique. Ce matin, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, le RJDH, organise un panel à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Un panel qui portera sur le thème de cette journée, qui est le journalisme sous l'emprise du numérique. Et pour cela, le RJDH a choisi pour vous M. Boubacar Diallo, qui est journaliste et ancien président de la Maison de la Presse, M. Seydou Arji, qui est également journaliste, ancien membre du RJDH, j'allais dire membre fondateur du réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, et M. Abdoulaye Roro, il est magistrat, conseiller à la Cour d'appel de Niamey. J'avoue qu'ils vont présenter cette communication. Ils ne seront pas sous l'emprise du numérique. Ils feront des présentations qui ne seront pas en PowerPoint. Donc je pense que ce serait intéressant aussi vraiment qu'il y ait de l'écoute pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse tirer le maximum de ces échanges-là. Boubacar Diallo sera le premier présentateur. Il parlera un peu de l'essor du numérique, les opportunités ou également les menaces. Le numérique, c'est une révolution. Et ces deux premiers panélistes ont l'avantage, bien évidemment, d'avoir connu l'ancienne école, qui ont vécu avec vous la nouvelle école. Et quelles sont donc les opportunités? Quelles pourraient être éventuellement les menaces pour des jeunes professionnels que vous êtes? Monsieur Boubacar Diallo va en parler pendant une dizaine de minutes. Merci pour votre écoute. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs les invités et partenaires du RJDH, chères étudiantes et étudiants de l'IFTIC, bonjour. Donc, je suis heureux d'être face à vous aujourd'hui, ce matin, dans ce bel endroit. Je veux vraiment vous inviter à bien écouter ce qui va être dit ici, ce matin, et surtout à prendre note, ce qui vous semble vraiment important, noter. Pourquoi je le dis? Parce que sur le terrain, nous observons le comportement des journalistes. Ils ne prennent pas note. Souvent, ils n'écoutent même pas. Ils déposent les micros. C'est quand la personne s'arrête de parler qu'on vient prendre le matériel. Donc, il faut aimer ce métier. Et je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez ce métier. Donc, quand on aime quelque chose, on prête attention. Et quand vous écoutez et vous prenez note, ça va vous permettre de bien intervenir après et de poser les bonnes questions. Pour commencer, il faut d'abord dire que ce n'est pas une fête comme les gens l'entendent en tant que telle. Ce n'est pas pour danser ou manger des poulets ou du méchoui. Hein? C'est une occasion pour faire un bilan. Un bilan de la situation. Comment est-ce que le travail du journalisme est effectué? Est-ce qu'il y a des difficultés? Quels sont les points positifs, les négatifs? Et ça permet de faire une certaine évaluation et d'avancer. C'est aussi l'occasion d'encourager ceux qui ont bien travaillé. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à ceux qui sont morts. Hein? Donc, c'est surtout pour ça que l'UNESCO a initié cette journée. Donc, je vous rappelle rapidement cette journée. Donc, la Journée mondiale de la liberté de la presse célèbre les principes fondamentaux de la liberté de la presse. C'est également, et ici, il faut faire attention, on dit de la presse. J'entends sur les médias de presse, de la presse. Donc, les gens ne font pas la différence. Quand vous dites liberté de la presse, ça englobe tout. Hein? Ça englobe la radio, la télévision, le numérique, etc. Voilà pourquoi on le dit. Hein? Donc c'est également l'occasion de faire le point sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Cette journée vise à défendre les médias contre les atteintes à leur indépendance et rend hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suite à une recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Donc, le 3 mai sert à rappeler au gouvernement, et au gouvernement, donc au pluriel,
tous les gouvernements du monde la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur des questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Tout aussi importante, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire. Donc si l'UNESCO a choisi cette année que tous les acteurs à travers le monde échangent autour du thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique », c'est certainement parce que la révolution technologique et l'Internet ont un impact sur nos vies. Donc depuis une bonne décennie, en tout cas s'agissant du Niger, nous avons constaté que l'Internet occupe tout le monde, notamment les jeunes, mais aussi les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons tout type d'appareils qui nous permet de faire pas mal de choses. Donc à travers ce thème, il est question donc de l'impact de l'ère numérique sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, l'accès à l'information et la vie privée. Vous avez constaté qu'avec le numérique, vraiment la vie privée des uns et des autres n'a plus de secret. Y compris, vous allez voir aujourd'hui des journalistes professionnels à travers les réseaux sociaux qui violent les règles d'éthique et de déontologie. Parce qu'ils montrent des images obscènes, ils montrent des images de cadavres où on voit les visages, ce n'est pas normal. La profession l'interdit formellement. Autour de ce thème, par exemple au niveau international, l'UNESCO donc a invité tous les acteurs. Les acteurs, ce sont les décideurs politiques, donc les hommes politiques, les journalistes, donc professionnels, les représentants des médias, les responsables de la cybercriminalité et les experts juridiques. On en a un sur la table complètement à ma gauche, afin d'explorer les questions et d'élaborer les solutions concrètes pour faire face aux menaces que représente la surveillance accrue sur la liberté de la presse et la vie privée. Donc les nouvelles technologies renforcent le règne de la compétition et l'exigence d'aller toujours plus vite, de se mobiliser intégralement pour son entreprise et sur les réseaux sociaux, d'être capable de s'adapter à toute évolution technoculturelle sous peine d'être exclu. Parce que celui qui ne maîtrise pas tout ça aujourd'hui, il reste en marge. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui, vous avez nos médias traditionnels, mais qui sont obligés de s'accommoder. Ils font, si vous prenez, c'est un journal papier, il a un site en ligne, il est sur Facebook, il fait Twitter, etc. Il y a différentes façons de faire. Sinon, s'il se limite au papier, ça ne peut pas fonctionner. Donc, l'homme numérique, pour rester, on dit, dans la course, est tenté de maîtriser un réel qui lui échappe et il multiplie les machines. Donc quand on dit il multiplie les machines, vous avez constaté que vous-même, vous avez un smartphone, mais dès qu'un autre sort et qu'il y a plus de possibilités, vous voulez tout de suite l'acquérir. Je veux parler des nombres des médias numériques. Personne n'a essayé de les compter. Mais avant-hier, j'ai eu le plaisir en suivant une chaîne burkinabé, Omega TV, parce que eux là-bas, ils profitent à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse pour faire un peu le point dans le secteur et ils arrivent à actualiser chaque année le nombre de médias par catégorie. Et cette année, ils ont recensé plus de 163 médias en ligne au Burkina. Et ils ont fait un classement, la radio vient en tête et ensuite c'est les médias en ligne qui viennent en deuxième position. La télé et les autres viennent après, et le journal papier. Ça c'est au Burkina. Chaque année ils font cet effort-là. Nous on n'est pas encore à ce stade, même si on avait démarré avant eux dans ce secteur, mais aujourd'hui ils sont devant nous. Donc ensuite j'ai essayé de faire un tableau pour mettre d'un côté les opportunités qu'offre donc
les technologies, le développement des technologies de l'information et de la communication à travers l'Internet, et de l'autre, un autre tableau pour parler des menaces. Donc, concernant les opportunités d'abord, il est clair qu'aujourd'hui, pour créer un média en ligne, vous n'avez pas besoin, il n'y a plus de contraintes. D'abord, c'est rapide, on le fait tout seul, on peut le faire à partir de sa chambre. Il n'y a pas de contraintes administratives. On n'a pas besoin d'aller voir le CSC ou une quelconque organisation ou le procureur de la République, contrairement à ce qui se fait avec les médias traditionnels. Vous voyez, donc c'est rapide, c'est tout de suite. Et ça permet aussi d'échapper à la censure. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Échapper à la censure. Voilà. Donc, ensuite, l'autre avantage, c'est un nouveau modèle économique. Pourquoi nouveau modèle économique? Parce que quand vous montez, par exemple, une radio ou une télévision, il vous faut un local, il vous faut du personnel, des journalistes, des techniciens, des manœuvres, des voitures, de ceci, cela, des émetteurs, du matériel lourd, avec des câbles et puis des pylônes, tout ça, qu'on attache partout. Alors que là, vous pouvez créer ça dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de tout ce beau monde. Avec 2-3 personnes, vous pouvez faire une télévision ou une radio numérique. Vous voyez? Donc, le modèle économique, il est là. Et vous échappez aussi aux impôts. Alors que si une radio ou une télévision traditionnelle, la DGI envoie ses agents là-bas pour chercher, si vous ne versez pas, ils vont venir chercher leur argent. Et si vous refusez, on met le cadenas, on met l'étiquette payée pour non-paiement d'impôts. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est des avantages. Il y a une rapidité d'accès aux sources d'information. C'est-à-dire que vous pouvez, dans le cadre de votre travail, vous pouvez recouper une information en visitant plusieurs blogs, plusieurs sites, etc. Ou même les pages de certains influenceurs pour vraiment avoir la bonne information. L'équipement, il est léger, facile à transporter. Donc, vous voyez, avec un simple appareil comme ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez faire la vidéo, faire le son, faire de l'écrit. Et tout ça, vous montez et vous faites votre média comme ça, vous publiez, à partir du même appareil. Alors que, vous voyez, traditionnellement, il faut transporter tout ça, il faut plusieurs individus, alors qu'un seul individu peut le faire. Moi, j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de voir, par exemple, des équipes de France 24 venir au Niger, où le journaliste vient, il est tout seul, il a juste un iPhone. Juste un iPhone. Il vient, il fait ses interviews, ses reportages, et le soir, on voit ça tout de suite. Et c'est net. On a l'impression que c'est toute une équipe alors que le monsieur est venu tout seul de Paris. Ça, je vous dis, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui encore, il y a quelques journalistes nigériens qui sont en train d'apprendre à faire cela. Ils font des petites courtes vidéos. Je crois qu'il y a même des gens qui ont carrément des web télé sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas le nombre, mais je connais quelques-uns. Donc c'est plus facile. Avec un seul appareil, on n'a pas besoin de transporter tout ça avec des trépieds, etc. Ça simplifie, on dit, les contacts et les échanges. Et on peut aussi mettre en réseau pour une question de transparence, par exemple, toute une rédaction. Je vous donne l'exemple de Kalangou que j'ai eu à coordonner la rédaction pendant plusieurs années, où toutes les machines sont en réseau. Donc tous les rédacteurs, l'administration, tout le monde, en tout cas tout le monde voit ce que l'autre fait. On n'a pas besoin, vous faites votre papier, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller chez le rédacteur en chef. Il ouvre votre dossier de son bureau, il corrige, ou bien il vous dit ce qu'il y a lieu de faire. Donc une rédaction, ça peut fonctionner, c'est le cas de Kalangou, on peut fonctionner toute la journée sans se rencontrer. Pourtant on est dans le même, parce que tous les ordinateurs sont en réseau. Voilà, et ensuite, nous avons, on dit, la possibilité d'utiliser plusieurs plateformes, c'est ce que je vous ai dit, WhatsApp, YouTube, etc. L'accès est immédiat à une infinité de connaissances et de produits culturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites des recherches, c'est très facile à partir de Google ou d'autres machins pour vraiment trouver les informations. Même le dictionnaire, avant, dans chaque rédaction, il y avait un gros dictionnaire.
Mais aujourd'hui, il suffit de taper sur votre machine pour trouver la signification du mot, son synonyme, etc. Donc ça, c'est plus rapide. Tout ça, c'est les avantages qu'offre donc le numérique aux journalistes d'aujourd'hui. Donc il y a la fluidité et l'instantanéité des échanges, la performance et l'efficacité, on l'a dit. Et aujourd'hui, l'autre avantage, gros avantage qu'on a découvert récemment, c'est que même quand un État censure une télé ou une radio, il y a des voies de contournement. Reporters sans frontières nous l'a démontré récemment, la semaine dernière au Mali, parce que le Mali, l'État malien a retiré la fréquence à RFI et France 24, mais RSF, grâce à son projet Collateral Freedom, donc ils ont pu débloquer France 24 et la radio RFI, parce que les Maliens, certains Maliens en tout cas, qui ont accès à Internet, tout ça, à cette application, peuvent continuer à suivre les programmes de RFI et de France 24. Et il y a encore 1 mois et demi ou presque 2 mois, il y a eu la même chose à Moscou, en Union soviétique, où Poutine avait aussi bloqué des médias occidentaux, et je crois que c'était RFI aussi. Et là-bas aussi, grâce à ce projet, on a pu débloquer, donc les gens continuent à suivre. Donc c'est pour vous dire que l'avantage que ça a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun État au monde qui peut, avec cette qui peut interdire définitivement que les auditeurs ou les téléspectateurs puissent suivre un média. Donc grâce à ça. Ceci étant dit, je vais passer à l'autre tableau, le dernier, qui parle des risques, des menaces. Donc les menaces, c'est qu'il y a le risque de disparition des médias traditionnels. Donc ici déjà, nous l'avons constaté depuis des années, avec les médias en ligne, les réseaux sociaux. Il y a des journaux qui ont commencé à disparaître. En tout cas, le journal papier ne nourrit plus son nom. C'est aussi pareil pour la radio. Il y a qu'aujourd'hui la télévision qui arrive à fonctionner au Niger. Et quand vous regardez dans les groupes radio-télévision, c'est surtout c'est toujours les télévisions qui financent les radios. Sinon, il n'y a aucune radio aujourd'hui qui a l'autonomie financière de fonctionner. Ça ne marche pas. Le journal papier, c'est comme ça ne marche pas. Et tout ça, c'est l'impact du numérique. Donc, vous voyez, ça, c'est l'aspect, c'est une réelle menace. Et c'est ça aussi qui a obligé à beaucoup d'autres à créer, d'être en ligne. Par exemple, tous les journaux papier, l'écrasante majorité aujourd'hui possède un site internet. L'autre inconvénient aussi, c'est l'absence de régulation. Il n'y a pas de structure qui peut réguler ce secteur. Ça n'existe pas. Donc voilà. Ensuite, il y a la censure à travers les coupures d'Internet. On peut vous censurer à travers les coupures d'Internet. Nous avons eu déjà le cas ici au Niger, à l'occasion de certaines manifestations publiques. Je me souviens que l'année dernière, il y a eu quelques émeutes consécutives aux résultats des élections présidentielles. Vous vous rappelez qu'on nous a coupé d'Internet pendant une dizaine de jours. Et avant ça, quand il y a eu les événements Charlie Hebdo aussi, le Niger a été coupé d'Internet pendant, je ne sais pas, je ne me souviens pas combien de jours. Donc à travers ça, un État peut vous empêcher de publier. Donc ça, c'est un des risques. Maintenant, il y a aussi un problème au niveau des sources d'information. Parce que vous savez, en journaliste, on dit que quand vous donnez une information, il faut qu'elle soit sourcée. Et il vous faut des bonnes sources. Mais là, aujourd'hui, les gens, ils copient, ils collent, ils partagent. Souvent, sans chercher à savoir d'où ça vient. Ça, c'est des risques importants. Ça peut ça peut freiner l'élan et ça peut discréditer le journaliste. Donc il y a aussi, on dit, la destruction de certaines valeurs sociales et politiques. C'est là où, tout à l'heure, je vous ai parlé tantôt de la vie privée, puisqu'on voit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi la confraternité qui est mise en mal. Parce qu'une des règles dans ce métier, c'est le respect de la confraternité. Un journaliste doit, s'il ne peut pas aider son confrère, il ne doit pas l'enfoncer. Mais on remarque depuis quelques années sur les réseaux sociaux des journalistes qui s'insultent grossièrement. Tout ça parce qu'il y a quelque part quelques intérêts menacés que les lecteurs ou les auditeurs, eux, ils méconnaissent. Donc,
c'est une menace à mon sens. Il y a aussi ces lois sur la cybercriminalité qui ces dernières années ont été adoptées dans plusieurs pays ouest-africains et qui vraiment freinent un peu, comment on appelle ça, qui freinent le développement ou en tout cas le travail des journalistes. Ici au Niger, par exemple, on a dépénalisé le délit commis par voie de presse, la diffamation, l'injure, depuis 2010. Malgré cela, des journalistes ont continué à aller en prison. Des journalistes ont été gardés à vue pendant plusieurs jours. Et maintenant, il y a eu la loi sur la cybercriminalité maintenant qui s'applique à tout le monde, les journalistes y compris. Donc maintenant, ce matin, il y a eu des discours, des félicitations pour l'initiative du gouvernement qui a décidé de revoir un peu la loi sur la cybercriminalité pour que je crois l'article soit conforme à celui de la loi de 2010 qui dépénalise. Mais il ne faut pas créer victoire, moi c'est ce que j'ai dit aux gens. Il faut attendre d'abord voir dans les faits qu'est-ce qui va se passer. Parce que pendant 10 ans, la dépénalisation n'a pas fonctionné comme on le voulait. Les journalistes ont continué à aller en prison pour diffamation. Donc faisons attention à ce niveau. Donc il y a aussi un problème, la précarité. Vous savez que le média en ligne au Niger, en fait l'internet et le numérique ne sont pas encore entrés dans nos cultures, de telle sorte que ça ne rapporte pas encore assez de ressources. Ce qui fait que le journaliste devient de plus en plus pauvre. Donc ça c'est un aspect, je pense, négatif de la révolution numérique. Merci. Merci, monsieur. Mon grand frère a profité de la non-emprise du numérique pour largement excéder les 10 minutes prévues. C'est aussi ça l'avantage. Merci vraiment pour les conseils qui ont été donnés aux journalistes, le rappel historique de l'institution de cette journée, mais également les opportunités qui, bien évidemment, vont appeler aussi à une certaine forme de responsabilité. J'espère que les implications juridiques, M. Roro en reparlera. Mais en attendant, je donne la parole à Seydou Arji qui va parler et qui va plus s'appesantir sur, disons, les perspectives liées au numérique. On sait que traditionnellement, le journaliste, c'est celui qui enquête, qui recoupe, qui hiérarchise l'information, qui prend beaucoup de temps pour s'assurer que l'information est vérifiée, elle est sourcée, comme l'a dit Boubacar Diallo, qu'elle est utile à son public, à son auditoire. Mais face au numérique, aujourd'hui, les enjeux sont énormes. Il y a la question de la rapidité, ce n'est plus une question de scoop, mais c'est carrément de la rapidité, ce qui renvoie malheureusement aussi des fois à des fake news, ainsi de suite, et qui remet en cause des fois la personnalité du journaliste, sa profession, donc sa vie. Et il est donc important, à mon avis, de revoir tout cela. Seydou Arji. Merci, M. Diallo. Je voudrais souhaiter, même si c'est à retard, une bonne fête à toutes les étudiantes et tous les étudiants de l'IFTIC et que nous allons essayer de partager quelques réflexions parce qu'à travers ce panel, il ne s'agit pas d'un cours magistral. Le cours magistral, vous en prenez chaque jour, mais aujourd'hui, c'est une occasion d'échange. Nous allons introduire des sujets, des idées, et ensemble, nous allons dégager un peu de perspectives, notamment sous un angle professionnel pour de futurs professionnels des médias que vous êtes. Et je reste convaincu que quelque part, vous devrez être dans une ambivalence. Est-ce que vous allez travailler comme nous, bien avant, sur des schémas traditionnels, ou bien sur des plateformes numériques qui constituent aujourd'hui le futur? Ça, c'est une question fondamentale que même les écoles de formation en journalisme doivent intégrer. Quel est le futur produit de ces écoles dans un environnement fortement numérisé? Je voudrais évoquer juste une mutation importante. Tous les médias aujourd'hui ont une dimension numérique. Les radios, les télévisions, ils ont des sites où ils reprennent certaines informations, mais ils vous réfèrent à des dossiers.
Je prends une radio comme RFI que vous écoutez, ils donnent une information, après ils vous disent que vous pouvez trouver plus d'informations ou vous pouvez consulter ce dossier sur leur site. À partir de ce moment, nous sommes en présence d'un média audiovisuel ou bien d'un média hybride. Je dirais que c'est hybride parce que la radio fournit des éléments sonores. Mais la même radio, vous dites, vous pouvez accéder à ce dossier et ça c'est un format écrit. Donc vous voyez un peu la mutation. On est en train de converger vers des médias d'une nouvelle catégorie et cela va poser un problème juridique, notamment au niveau de la régulation. Quand on parle de la régulation, Boubacar Diallo l'avait dit, ça commence par la création. La création des médias, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, obéit à des normes, à une procédure. Dans le numérique, tout cela n'existe pas. On peut créer son média n'importe quand, où on veut. Je ne dirais pas seulement au niveau de sa chambre, même dans une boutique ou dans un marché, on peut le faire. Les mêmes médias peuvent résider au Niger ou en Australie, je ne sais pas où, en Inde. Vous allez y accéder indépendamment de sa localisation. Donc, quelle est aujourd'hui la place du régulateur, l'emprise du régulateur sur les médias numérisés? Si nous prenons le CSC, le Conseil supérieur de la communication, qui est le régulateur constitutionnel, le régulateur, est-ce qu'il peut fermer un média qu'il n'a pas autorisé? Est-ce qu'il peut sanctionner un média qu'il n'a pas autorisé? Vous voyez, c'est une difficulté. Et ces médias sont en train de gagner du terrain. Conséquemment, est-ce qu'il peut exercer un arbitrage? Est-ce que quelqu'un qui a été mis en cause par des médias numériques peut s'adresser au CSC pour faire respecter son droit de réponse? Puisque aujourd'hui, lorsque vous êtes mis en cause par une radio, une télévision ou un journal de la presse écrite, que vous envoyez un droit de réponse ou un droit de réplique, et que les journalistes, les médias refusent, il y a des voies de recours au niveau du CSC qui peut obliger les médias en question de publier votre droit de réponse ou votre droit de réplique. Mais pour la presse numérique, vous n'avez pas toute cette possibilité. Le régulateur n'a pas une emprise sur ces médias. Donc comment garantir le droit de réponse d'un usager mis en cause sur une plate numérique? C'est toute la question. Il y a la question de la gestion de la publicité, de l'accès au marché publicitaire. Aujourd'hui, il est question de réguler ou de réglementer les marchés publicitaires, de faire en sorte que les entreprises de presse y accèdent et qu'on puisse contrôler comment la publicité est faite. Avec le numérique, vous ne pouvez pas contrôler la manière dont la publicité est faite. N'importe qui peut venir faire la publicité des produits qui sont les plus nocifs, peut faire la publicité du chicha, il peut faire la publicité de ceci, cela, et même des choses obscènes. On ne peut pas réguler cela. Donc vous voyez ça, c'est quand même un défi. Et le CSC n'a pas une emprise parce que il distribue l'aide à la presse, par exemple, pour les journaux classiques et la presse en ligne. Là, il peut avoir un moyen de rétorsion. Mais il ne peut pas avoir un moyen de rétorsion relativement au fonds d'aide à la presse parce que beaucoup de médias numérisés, ils ne sont pas aidés. Mais d'un point de vue juridique, entre la version papier et la version en ligne, entre la version audio, ce qu'une radio est en train de dire, et ce qu'elle place sur son site web, qu'est-ce qui fait juridiquement foi? Parce que vous avez des différences parfois, légères ou importantes, entre la version traditionnelle et la version en ligne. Si quelqu'un a été mis en cause dans la version en ligne, est-ce qu'il peut porter plainte? Parce que dans la version papier ou dans la version audio, il n'a pas été mis en cause. Et c'est justement pour ça que la loi sur la cybercriminalité est intervenue avec ses avatars, on le verra bien, naturellement.
Je ne reviendrai pas sur les défis de collecte et de traitement de l'information. Bouba Diallo l'a dit, mais il y a un défi professionnel qui nous guette et qui vous guette aujourd'hui en tant qu'étudiant. Il y a un changement, il est évident qu'il y a un changement de paradigme au niveau des genres journalistiques. Il y a les genres journalistiques, vous les avez étudiés. Mais c'est qu'avec l'essor du numérique, la presse d'information générale est en train de disparaître. Les choses vont très rapidement aujourd'hui où on n'attend pas être informé par un journal. Un journal, il a une périodicité, il peut être quotidien, il peut être hebdomadaire, mensuel. Il ne peut pas être au même degré que le numérique qui vous informe en temps réel, qui fait de la mise à jour. Et vous constaterez que même les médias audiovisuels qui ont des journaux, par exemple des à 3 bulletins, ils utilisent d'autres techniques numériques pour faire des mises à jour. C'est parfois les bandes d'annonces, les bandes défilantes. Et ça aussi, c'est le numérique qui les permet aujourd'hui très facilement avec le logiciel. Donc, au niveau de la presse écrite, il faut dire que cette version en ligne, elle supplée l'inertie de la version papier. Quand il y a une évolution ou un dernier développement. Et au niveau des médias audiovisuels, la mise à jour est faite, comme je le disais, sur leur site. Donc, conséquemment, il y a la nécessité pour les journalistes d'acquérir des compétences en numérique, notamment l'écriture web, qui obéit à des standards. L'écriture web est fondamentalement différente de l'écriture classique qu'on est en train de vous apprendre. Tout comme au niveau de la radio et de la télévision, lorsque vous basculez sur le numérique, c'est aussi différent pour l'écriture, pour la présentation et la durée. Vous avez des vidéos de 30 secondes de ce titre-là. Parce que le numérique a ses exigences. Donc vous voyez, il y a une nécessité d'acquérir des compétences. Et là, c'est un défi de perfectionnement qui se pose aux journalistes pour qu'ils continuent aussi bien sur les médias traditionnels que les médias numériques. Donc vous voyez, ça c'est un véritable défi. Et au niveau de la question de collecte et le traitement de l'information, il y a une question fondamentale. Quelle est la hiérarchie des sources au niveau des médias numériques? On vous a sans doute appris la hiérarchie des sources en journalisme. Mais cette question est plus difficile à répondre quand on est là de numérique. Il n'est pas aisé de répondre à cette question, mais on peut suggérer quelques principes tirés des normes standards. D'abord, recueillir des informations auprès des personnes concernées par un sujet ou un événement, des témoignages directs, des témoignages directs par les concernés. Et là, il faut éviter aussi la publication de documents en information anonyme. Une source doit être identifiée. Or, dans le numérique, nous voyons beaucoup des informations dont on ne connaît pas l'auteur. Et les gens, automatiquement, ils partagent cela, par exemple. Et les gens trouvent une parade pour dire transférer tel qui est reçu. Non, vous ne vous dédouanez pas. Pourquoi, avant de transférer, vous ne vérifiez pas la véracité? Parce qu'il faut avoir un bon sens. Je ne transfère pas ce qui me paraît être faux ou ce qui paraît créer des problèmes de cohésion sociale. Donc, vous voyez, dans le traitement, ça pose problème. Quand dans un média numérique, on partage une information anonyme dont on ne connaît pas l'auteur, ça pose problème. Et on dit juste qu'on a transféré. Et là, ça m'amène à donner un cas bien précis aussi de l'usage. Peut-être que la loi sur la cybercriminalité, l'usage qu'on en a fait. Il vous souviendra qu'il y a des journalistes nigériens, Moussa Aksar et Samira Sabou, qui ont été inquiétés par la justice parce qu'ils ont repris un élément, une enquête de Global Integrity sur la saisie d'un important stock de drogue. Et d'après Global Integrity,
une partie de cette drogue a été refilée aux trafiquants. Donc, il y a des mises en cause qui ont été faites. Ces deux journaux ont repris l'information, disons, ils ont fait cas et on les a inquiétés.